Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, et soyez les bienvenus à ce deuxième volet de ma série de séminaires que je propose en remplacement du colloque que je ne pourrai malheureusement pas organiser en mai de cette année. Nous continuons donc dans les conditions que nous impose la pandémie. Si vous avez suivi le premier de ces séminaires, vous vous souviendrez qu'il portait sur un cas précis, celui de la découverte, entre guillemets, de l'Andalousie et en particulier de l'Alhambra par les Orientaux au XIXe siècle. Les Orientaux, c'est-à-dire des Ottomans turcs, entre guillemets, mais aussi des Machreki, des Arabes du Machrek, du Levant, d'Égypte et des Maghrébins. Une tentative pour moi de vous mettre au courant d'un projet que je venais d'achever, qui était justement celui d'essayer de renverser un peu l'image très traditionnelle que nous avons de l'Alhambra, celle d'un site arabe, mort, islamique, visité, admiré, émulé par les Occidentaux. Et j'ai tenté de vous proposer une vision orientale en me servant de cette source absolument extraordinaire que j'avais découverte, le livre des visiteurs, le registre des visiteurs de l'Alhambra. Aujourd'hui, je vous propose de parler de photographie. Camera Ottomana, je me suis allègrement plagié puisque c'est le titre que j'avais donné à une exposition et l'ouvrage qui l'accompagnait en 2015, une exposition qui s'était tenue à Istanbul sur la photographie dans l'Empire ottoman. Le titre était tentant, Camera Ottomana, Camera Obscura, etc. Donc c'est un plagiat plus ou moins honnête. Je dois toutefois rappeler que c'est un projet que j'avais mené avec une collègue historienne d'Istanbul et en particulier de l'urbanisme d'Istanbul qui depuis quelque temps s'intéresse comme moi à des phénomènes de représentation orientaliste et de réaction à l'orientalisme. Zeynep Çelik, qui enseigne au New Jersey Institute of Technology dans le New Jersey en Amérique. Et c'est donc ce titre que j'ai repris, Camera Ottomana. Pour ce qui est des tribulations de la photographie en Turquie, à force de vouloir éviter des titres un peu trop secs et laconiques, on finit par dire n'importe quoi. Mais bon, les tribulations de la photographie en Turquie, c'est un rappel que la photographie est un phénomène complexe, technologiquement parlant, mais aussi socialement, politiquement parlant, et que par conséquent, j'ai l'intention de me pencher sur des aspects de ce phénomène qui n'ont pas vraiment été abordés. Et pour cause, parce que, vous le savez comme moi, la photographie du 19e siècle, notamment à ses débuts, est un sujet très tentant, très aguicheur, c'est un sujet exotique, surtout quand on parle de photographie d'Orient, du Levant, de l'Empire ottoman, d'Istanbul, et par conséquent, on finit souvent par tomber dans le panneau ou dans le piège d'admirer un peu trop, d'apprécier un peu trop ces photographies et par conséquent de se focaliser uniquement sur des images. Alors évidemment, la photographie, c'est de la production d'images. Mais ce que je vais essayer de vous suggérer pendant ce séminaire, c'est qu'il faut aller au-delà de l'image. Il faut essayer de comprendre ce qui est derrière cette photographie, les photographes bien sûr, les sujets, ceux qui posent ou que l'on fait poser, et bien sûr les thèmes qui sont abordés. Or, lorsqu'on fait l'histoire de la photographie, et depuis les années 80, il y a eu des travaux remarquables qui ont été faits sur l'histoire de la photographie dans l'Empire ottoman, la plupart de ces ouvrages ont eu tendance à se focaliser sur
l'historique, la chronologie, les pionniers, les premiers pas, et ensuite les étapes principales de l'évolution de ce nouvel art. Ce qui est tout à fait légitime, d'autant plus qu'il y a quand même une coïncidence assez fascinante entre la naissance de la photographie et celle de la modernité dans l'Empire ottoman. Vous savez tous que Daguerre a inventé son système en 1839. Dans la seconde moitié, je ne me souviens plus exactement de la date, mais en gros, à peu près au même moment que le décret, l'édit des Tanzimat, était promulgué à Istanbul. À tel point que dans le journal officiel, le Takvim Vekai, qu'on utilise pour analyser les événements qui entourent la déclaration, la promulgation des Tanzimat le 3 novembre, dans le numéro où justement le texte des Tanzimat est donné et publié, vous avez, à la toute fin du fascicule, vous avez une nouvelle de l'étranger. C'est justement l'invention de Daguerre, c'est-à-dire l'invention de la photographie. Donc, évidemment, pure coïncidence, mais c'est une coïncidence qui a un certain impact sur notre perception de la photographie dans le XIXe siècle dans l'Empire ottoman, puisque effectivement la photographie est quelque chose qui se conjugue avec la modernité. Et par conséquent, la plupart des ouvrages traitant de ce sujet ont eu tendance à se focaliser sur le phénomène en tant que nouveauté, en tant que modernité. Encore une fois, c'est légitime, et d'ailleurs c'est grâce à ces travaux, je pense notamment à Bahattin Öztuncay, qui est aujourd'hui le plus grand spécialiste de la photo dans l'Empire ottoman, en Turquie, ou alors grâce à des collections extraordinaires, la sienne déjà, la collection de Merkoç à Istanbul, et surtout la collection qui est un peu débuté, enclenché toute cette passion pour la photographie dans l'Empire ottoman, la collection de Pierre de Gigord, qui se trouve aujourd'hui à Los Angeles, au Getty Institute, une collection époustouflante qui regroupe une masse absolument incroyable de photographies émanant de l'Empire ottoman dans son acception la plus large, avec bien sûr une forte concentration sur Istanbul. Par conséquent, cette histoire de la photographie, c'est la base sur laquelle j'essaye d'asseoir ma propre analyse. Mais encore une fois, je ne veux plus m'en tenir à ce récit. Je veux aller au-delà et je veux comprendre un peu mieux comment la photographie commence à s'ancrer dans la société ottomane, comment elle est utilisée, et j'essaye de la traiter sous tous les angles possibles, et notamment les angles de la production, de la diffusion et de la réception. Je crois que ça vaut pour tous les produits culturels, tous les produits intellectuels, tous les produits artistiques. On ne peut pas s'en tenir à l'objet lui-même. On ne peut pas s'en tenir à un tableau. Un tableau ne repose pas dans le néant, dans le vide. Un tableau est produit par un atelier, par une personne. Il est vu, perçu par un certain nombre de personnes. Il est diffusé soit par la presse, par la reproduction, soit par la muséification, soit par les fameux salons. Donc il circule, l'image circule, et cette image est commentée. Et par conséquent, il y a tout un cycle qui rappelle un peu le cycle économique, hein, production, diffusion et ensuite consommation. Il y a tout un cycle qui doit être utilisé, qui doit être analysé afin de comprendre exactement en quoi consiste cet apport au patrimoine intellectuel, culturel. Or, dans le cas de l'Empire ottoman, nous avons généralement une concentration très forte sur l'objet,
jusqu'à un certain point sur l'artiste, celui qui l'a produit, mais ensuite, à partir de ce moment-là, tout ce qui est diffusion, perception, consommation, réception, ça reste extrêmement vague. Soit la question n'est tout simplement pas posée, soit nous manquons des ressources, des sources, de la documentation qui nous permettrait de dire des choses sur cet aval, en quelque sorte, de la production intellectuelle. Ceci vaut, bien sûr, pour les tableaux, ceci vaut pour l'architecture, pour certaines nouveautés. Je vous ai déjà parlé de la création, par exemple, du baroque au XVIIIe siècle à Istanbul, avec des exemples fascinants, tels la mosquée de Nour Osmaniye. Mais en revanche, nous n'avons presque rien dans la documentation contemporaine qui puisse nous donner une idée de la manière dont cette nouvelle mosquée, ce nouveau style, avait été reçu par le public ottoman. Cela vaut aussi pour des ouvrages, pour des textes. Dans le cas de la production littéraire textuelle ottomane, une information qui manque méchamment dans la plupart des cas, c'est le tirage des ouvrages. On ne sait même pas dans la plupart des cas à combien sont tirés ces ouvrages. Ou alors, lorsqu'on le sait, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire, encore une fois un exemple que je vous avais donné pour le XVIIIe siècle, lorsqu'on parle de la première imprimerie établie à Constantinople par Muteferica, et que l'on parle de cette nouveauté, de son impact sur la population, on oublie très souvent que ces ouvrages ont été tirés en gros à 500 exemplaires chacun. 500 exemplaires, ça n'est rien. Ce n'est pas assez pour transformer la culture, l'idéologie, l'environnement culturel dans lequel baigne la population ottomane. Donc, il nous fait méchamment défaut d'une perception correcte de la diffusion, de la perception de la plupart de ces œuvres. Et ceci vaut, bien sûr, pour la photographie. Dans le cas de la photographie, il y a un problème supplémentaire, c'est celui de la documentation dont nous disposons. Dans la plupart des cas, nous sommes tributaires de collections particulières, de collections privées. J'ai cité celle de Pierre de Gigord, par exemple. Or, on le sait, les collections ont toujours un petit biais. Les collections reflètent souvent les préférences du collectionneur, de leur propriétaire. Et souvent, elles sont grevées par le désir de trouver la pièce unique, la rareté. On s'intéresse à ce qui a de la valeur. Encore une fois, dans la logique de la collection, c'est tout à fait légitime. Les collectionneurs ou les musées ne collectionnent pas des croûtes quand il s'agit de peinture. Ils ne collectionnent pas des croûtes et par conséquent, nous n'avons pas une histoire des croûtes, des tableaux de mauvaise qualité. Nous n'avons pas une histoire, ou nous n'avons pas une documentation très puissante, très féconde sur des phénomènes qui sont un peu à l'extérieur de la définition de la beauté, de la qualité. Le kitsch est difficile à documenter. Parce que justement il est décrié, que par conséquent on le relève uniquement pour s'en gausser, mais pour le 19e, je ne connais pas de collection qui soit vraiment spécialisée dans le kitsch. Vous me direz que dans le cas de l'art du 19e siècle, il y a beaucoup d'art pompier, il y a beaucoup de collections de musées qui frôlent le kitsch. Mais cela étant dit, la culture populaire, ce qui circule vraiment aux yeux, à l'ouïe
à la lecture des masses populaires est généralement moins bien connu que la crème de cette production, que la production de qualité, que les grandes œuvres, que les chefs-d'œuvre. Donc, que ce soit les musées ou les collectionneurs, ces sources d'informations dont nous disposons ont généralement une tendance à favoriser le rare, le beau, le parfait, et par conséquent de défavoriser et de sous-représenter ce qui, pour un historien, pourrait être quand même très intéressant. Puisque le défi de l'histoire, c'est de se libérer un peu de l'unique, du hapax, de ce qui est exceptionnel, et d'essayer de trouver le banal, le quotidien, l'ordinaire. Or, c'est ce qu'il y a de plus difficile à cerner. Alors, bien sûr, au XIXe siècle, en Europe, avec la production, et là je parle uniquement des images, avec la production en masse, la diffusion massive d'images, notamment par le biais de la presse illustrée par exemple, on commence à se faire une assez bonne idée de ce qui vend, de ce qui plaît, sans être justement des chefs-d'œuvre. Nous avons donc une production qui est de plus en plus abondante, qui touche des couches sociales de plus en plus vastes et qui par conséquent se rapproche de plus en plus, du point de vue de l'historien, de l'opinion publique, d'un goût général, et permettent par conséquent de se libérer des collections prestigieuses ou de les mettre justement face à face, d'opposer les collections au goût populaire. Dans le cas de l'Empire ottoman, c'est encore beaucoup plus difficile. Et par conséquent, la plupart des travaux que j'évoque, la plupart des travaux et la plupart des collections que j'évoque ont cette fâcheuse tendance à favoriser l'exceptionnel. L'exceptionnel, il ne manque pas d'intérêt. Quand vous voyez cette image de Constantinople, d'Istanbul, vous reconnaissez la Süleymaniye, la Nur Osmaniye, Sainte-Sophie. C'est une vue qui est prise du haut, probablement de la tour du Selaskhelat, en 1843, par Giraud de Prangé. Et Giraud de Prangé, c'est un des grands noms de la photographie, c'est un des pionniers de la photographie. Et c'est une des premières photographies que nous connaissions d'Istanbul. Donc, et en plus, comme ce sont des daguerréotypes, ce sont des exemplaires uniques, puisque le daguerréotype ne se reproduit pas, ou il se reproduit par des procédés photographiques qui seront inventés par la suite. Donc, le daguerréotype est une pièce unique, une pièce rare. Giraud de Prangé est un grand nom, c'est d'ailleurs un des visiteurs de l'Alhambra, il a même produit un ouvrage sur l'architecture de l'Alhambra. Donc c'est une pièce rare qui a sa place dans très peu de collections, dans une collection, et qui bien sûr marque notre connaissance de l'histoire de la photographie. De même, cette photo de lui aussi, avec ses guérites de pêcheurs sur le Bosphore, un exemple typique d'une image très précoce, encore les années 1840, qui nous donne une vision d'Istanbul qui est fascinante, avec cette eau dans laquelle se mire la guérite. Pourquoi ? Parce que le temps d'exposition du daguerréotype est tel que tous les mouvements disparaissent et que par conséquent on a une eau plate, comme un miroir. Et bien sûr, puisqu'il s'agit de photographier l'Orient, comment passer à côté des types orientaux ? Et par conséquent, là, vous avez je ne sais pas ce qu'il est, mais un habitant de Constantinople, encore une fois photographié par Giraud de Prangé, qui nous rappelle un peu
les gravures et les peintures orientalistes du siècle précédent, ou celles qui vont continuer, puisque la photographie ne va pas jusqu'au début du XXe siècle, elle ne va jamais complètement remplacer, déplacer la gravure. Et par conséquent, elle va coexister avec des avantages que la photographie, avec des avantages pour la gravure, puisqu'on peut tripoter et tricher et retoucher les gravures beaucoup plus facilement que les photographies. Donc voilà un peu, et je ne vous donnerai pas d'autres exemples de ces premières et illustres photographies d'Istanbul ou de l'Empire ottoman. Vous les connaissez probablement, il suffit d'aller un peu sur le web, vous en verrez des vues du Bosphore, des mosquées, etc., des marchés, des fontaines. C'est de l'orientalisme, sans nécessairement la connotation purement négative d'une forme de racisme, quoique, bon, ça c'est toujours en toile de fond, mais disons que c'est l'observation de l'Orient par une caméra et un œil occidental. Et évidemment, ce qui va de pair avec ce genre de photographie, ce genre de vue, c'est les grands noms de la photographie. Je vous donne ici 3 exemples archi connus de photographes qui se sont installés à Istanbul et qui, pendant des décennies, ont en quelque sorte dominé le marché de la photographie. À gauche, Pascal Seba. Lorsqu'il mourra en 86, si je ne me trompe, ou en 84, le studio sera repris par ses héritiers et par leur associé Polycarpe Joaillier. Ça deviendra donc Seba et Joaillier. Kargopoulos, Basile Kargopoulos, Vassilaki Kargopoulos, Abdullah frères, les frères Abdullah, arméniens. Alors vous avez un chrétien arabe, Pascal Seba, vous avez un grec, Kargopoulos, vous avez une fratrie d'Arméniens, Abdullah frères. Ce sont les suspects de toujours, les usual suspects, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils sont prévisibles. Et ils dominent un peu le marché, et par conséquent, ils dominent aussi les collections. Et ça écrase une quantité impressionnante d'autres petits photographes, d'autres thèmes tout à fait secondaires, de photos, d'une photographie pratiquée par des gens beaucoup plus modestes, qui passe à la trappe, qui disparaît devant la prédominance des grands noms. Donc, l'un de mes objectifs, c'est un peu de gratter cette surface et d'aller voir ce qui se passe en dessous du haut du pavé de la photographie dans l'Empire ottoman, voir si l'on arrive à obtenir des informations concernant les petits photographes. D'ailleurs, l'un des problèmes de la photographie dans l'Empire ottoman, c'est que elle a en grande partie disparu avec les changements cataclysmiques du XXe siècle, notamment la Première Guerre mondiale, le génocide des Arméniens. La plupart des photographes d'Anatolie étaient arméniens pour l'Est et grecs pour l'ouest de la péninsule. Et par conséquent, avec la guerre, ils ont tous disparu. Et avec eux, leurs collections, leurs archives, leur production. Donc il y a une destruction énorme qui nous ôte la possibilité de nous pencher vraiment sur une production locale et par conséquent, nous finissons toujours par être plus ou moins limité à ce qui se passe à Istanbul. Un des défauts de l'histoire ottomane, aggravé par le fait que la documentation souffre d'une carence dans les provinces et qu'elle est surreprésentée à Istanbul même. Évidemment, ce que je dis au sujet des photographes vaut aussi pour les sujets, notamment si l'on s'intéresse au portrait photographique.
D'abord parce que la photographie, jusque dans les années 90, est quand même un produit de luxe, et que par conséquent, tout le monde ne peut pas se payer un portrait photographique, ne peut pas avoir la photo de groupe, de famille dont il rêverait. La production photographique, elle est en général très sélective. Elle s'adresse vraiment à ceux qui ont les moyens de se faire photographier. Et cela est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important que tout ce que l'on pourrait imaginer concernant, par exemple, le tabou de la reproduction de l'image humaine en islam. Il y a parfois des réactions, mais en général, la production photographique dans l'Empire ottoman ne se ressent pas d'un interdit islamique. Sauf, et c'est un sauf quand même très, très important, sauf pour les femmes. Les femmes musulmanes sont très sévèrement sous-représentées dans la photographie ottomane, et par conséquent, c'est un problème avec lequel il faut justement essayer qu'il faut essayer de mater, en quelque sorte, en essayant de trouver des alternatives ou des explications à cette carence. Et par conséquent, le haut du pavé pour ce qui est des sujets, je vous en donne un exemple que je vous ai déjà donné, donc c'est un petit rappel d'une de mes leçons cette année, lorsque je parlais d'Abdulaziz, le sultan Abdulaziz qui a régné de 61 à 76. Vous le voyez à gauche, les jambes bien écartées, bien assis sur son fauteuil, ce que les Américains appellent manspreading, une manière de s'asseoir qui est aujourd'hui décriée, dans un studio photographique. Dans un studio, et on reconnaît tout de suite le studio, au côté un peu artificiel du mobilier, les livres qui sont empilés sur la table, etc. À droite, vous avez son fils, Yusuf İzzettin Efendi, qui prend une pose plus ou moins rêveuse, disons. Il doit avoir 10-12 ans, c'est en 1867, 68 par là. Encore une fois, c'est un studio photographique. D'ailleurs, je vous avais déjà montré comment le mobilier de ces studios se répétait d'une photographie à l'autre, en vous donnant l'exemple que voici à gauche de la photographie de Mithat Pacha, celui qui deviendrait grand vizir, qui renverserait Abdulaziz et qui serait en fin de compte exilé, puis assassiné sur les ordres d'Abdulhamid. Mais vous voyez au fauteuil, à la chaise, vous voyez à l'encrier, vous voyez à la forme de la table, qu'il s'agit en fait du même studio. Ce studio fournissait à ses clients un mobilier prestigieux, un peu matu vu, un peu rococo, très lourd, mais un mobilier et des accessoires qui étaient censés correspondre au statut de cet individu. Et par conséquent, ce sont ces photos-là, bien sûr, qui sont très recherchées. Les collectionneurs tueraient pour une photo originale de Mithat Pacha, pour les photos d'un prince. Encore une fois, c'est quelque chose qui ne fait que déformer encore plus un marché qui l'est déjà. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup plus de riches, de puissants qui se font photographier, mais en plus, les collectionneurs ont tendance à rechercher des riches et des puissants qu'ils arrivent à identifier, ce qui déjà réduit encore plus l'échantillon. Et pour vous donner une illustration, je crois, très forte de la différence qu'il y a entre une photo de studio et une photo entre guillemets naturelle, je vous offre deux portraits de la même personne, Abdulaziz, le sultan. À gauche, vous la connaissez déjà,
dans un studio, majestueux, puissant, à droite, sombre, déprimé, après avoir été, en 1876, détrôné. Et par conséquent, son uniforme d'apparat a disparu, son sabre d'apparat de même, il est vêtu d'un costume d'intérieur, il regarde d'un œil noir, sombre. D'ailleurs, il va se suicider, à moins qu'il n'ait été suicidé, bon, la question est encore ouverte, il va se suicider quelques jours plus tard, il broie du noir, mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'attitude des deux jeunes gens que l'on voit derrière lui. L'un accoudé sur son épaule, les deux d'ailleurs, c'est-à-dire un manque complet de respect. Une photo de lèse-majesté. Une photo qui ne se contente pas de réduire le sultan à néant en le déshabillant, en quelque sorte, de ses vêtements d'apparat, mais qui, en plus, l'insulte en lui imposant une familiarité qui est inimaginable dans un contexte impérial. Donc, je vais essayer de me libérer un peu de ces contraintes. Alors là, c'est une photo exceptionnelle. Elle appartient d'ailleurs à la collection Koch. Elle a été découverte par Bahattin Öztunçay. C'est un exemple qui correspond exactement à l'intersection des deux mondes dont je parle, c'est-à-dire le monde du prestige, de la puissance, etc., donc le haut du pavé, mais le haut du pavé dans une situation qui n'est absolument pas conventionnelle. Et là, effectivement, si c'est un objet unique, c'est un objet unique qui a un sens énorme, puisqu'on peut l'interpréter dû aux circonstances qui ont amené à la prise de cette photo. Et ça, bien sûr, c'est ce qui manque dans la plupart des photos, un contexte. Puisque, qu'est-ce que le contexte d'un studio photographique ? Qu'est-ce que l'on peut dire lorsqu'on voit tel ou tel individu aller se faire photographier chez Sebah, chez Abdullah? Que peut-on penser ? Alors, dans certains cas, je vous rappelle la photographie que je vous avais montrée la dernière fois, la semaine dernière, de Khalil Jawad Al-Khalidi à l'Alhambra, ou plutôt dans le studio, la boîte à touristes attenant à l'Alhambra. Il y avait une inscription au dos qui nous permettait de contextualiser le geste que Khalidi avait en tête en offrant cette photographie à ses collègues, à ses parents, etc. Donc, ce qui nous manque souvent lorsqu'on a une photo toute nue, une photo qui n'a pas de dédicace, une photo dont on ne sait pas dans quelles circonstances elle a été prise au-delà de celle d'un studio, on est un peu perdu. Et on voudrait en savoir plus, parce que l'histoire, c'est justement la capacité de raconter quelque chose. Alors déjà, grosso modo, sachons que pour toute photographie, il y a en gros 2 ou au maximum 3 agentivités. Alors, agentivité, c'est un de ces néologismes utilisés pour traduire un nouveau terme dans les sciences sociales anglo-saxonnes, agency, le fait d'avoir le pouvoir d'agir. Donc, le pouvoir de contrôler ses gestes ou contrôler quelque chose dans un contexte social, politique, etc. 3 agentivités, 3 agencies, le photographe bien sûr, puisque c'est lui qui manipule l'appareil, le sujet, celui qui pose jusqu'à un certain point, notamment lorsque c'est lui qui choisit de se faire tirer le portrait, alors ça bien sûr c'est un choix, même si on ne sait pas exactement comment ce choix a été fait, et puis il peut y avoir
une troisième agence, une troisième agentivité, c'est le commanditaire. C'est-à-dire que la photo peut avoir été prise avec un objectif en tête, celui de la constitution d'une banque de données. L'une des collections de photographies sur lesquelles je travaille et qui me fascine le plus, c'est la collection de photographies des employés de la Banque impériale ottomane. Et c'est exactement une banque de données. Et là, c'est la banque elle-même qui demande à ses employés, dès qu'ils sont recrutés, d'aller se faire photographier chez tel ou tel photographe. Donc la banque, la corporation de la banque, joue un rôle dans la formation de cette image. Donc, ne serait-ce que pour la production, vous avez déjà ces trois agentivités. Et je laisse de côté pour le moment la question de la diffusion, la question de la réception, etc. Or, cette agentivité, dans le contexte des studios, on a du mal à vraiment faire la part entre la volonté du photographe et celle du sujet, notamment pour des sujets qui, sciemment, vont aller se faire photographier. Est-ce que, par exemple, avec ce portrait d'Abdulaziz, est-ce qu'Abdulaziz a choisi le fauteuil, la table et les livres qui sont posés sur la table? Probablement pas. Probablement pas. Il s'agit d'un paquet fourni par le photographe et qui fait partie d'une vision très conventionnelle de la manière dont on est censé représenter un souverain, un ministre, quelqu'un qui se prend pour quelque chose. Et par conséquent, je n'imagine pas que Abdulaziz ait dit « oui, mettez-moi tel ou tel livre parce qu'il me plaît particulièrement ». Non, d'autant plus qu'on n'arrive même pas à lire la tranche, le titre des livres sur la tranche. Donc, il est probable qu'ici, l'agentivité d'Abdulaziz, elle se limite peut-être à son choix d'un uniforme, et là c'est très conventionnel aussi, et à la pose. Il aime bien s'asseoir les jambes écartées. Ça fait bien. Le photographe, en revanche, lui, il construit tout le décor. Il le construit et il le recycle, puisque, on l'a vu, un ministre peut se faire photographier dans exactement le même décor qu'un prince impérial. Bon. Ici, je ne vois rien qui soit exceptionnel, qui puisse appartenir à un portrait impérial uniquement. Les livres, la table, c'est riche, c'est m'as-tu vu, mais il est probable qu'on trouvera bien d'autres images de personnages aussi puissants ou presque aussi puissants qu'Aziz, qui posent dans les mêmes circonstances. Alors, l'avantage de la photo, c'est qu'elle se prête quand même à une analyse. Et cette analyse, parfois, une analyse minutieuse, en zoomant sur certains détails. Et cette analyse, elle révèle souvent, de manière assez flagrante, l'arrière du décor, comment ça marche. Un exemple typique, cette photo en pied, du généralissime de l'armée ottomane, d'origine serbe, Ömer Latas Pacha, qui dirigeait toute l'armée ottomane pendant la campagne de Crimée. Voici donc un portrait en pied. Alors, il a bien sûr son plus bel uniforme. On lui demande de poser légèrement de 3/4. Il a toutes ses décorations, ses médailles, etc. Et lui aussi, alors même s'il n'est pas assis, il pose la main sur un livre, un volume assez imposant, qui est posé sur une table. Et là, la qualité de la photographie est telle, je vous donne le détail ici, alors malheureusement, ça n'est pas visible à l'œil nu, mais avec une loupe, etc., j'ai réussi à identifier l'ouvrage. C'est le Becherel. C'est un dictionnaire.
C'est un dictionnaire, donc on voit bien comment ça fonctionne. Le photographe, les photographes, Abdullah Frère, ont tout simplement choisi un livre qui fait riche par la reliure et qui fait gros. Hein. Donc personne, jusqu'à moi, ne va vraiment se pencher sur le détail d'essayer de lire le nom de l'ouvrage. Et par conséquent, on peut imaginer ce que l'on veut, que c'est un ouvrage sur la guerre, par exemple, avec deux feuilles qui sont peut-être des plans du siège de Sébastopol, sait-on jamais? Probablement pas. De même qu'il s'agit du Becherel, les deux feuilles sont purement décoratives, probablement, et voilà comment ça fonctionne. Et lorsqu'on se penche sur ce genre de détails, on a la possibilité de trouver des contre-exemples. Une fois qu'on sait où rechercher les indices, les détails, on peut s'amuser à essayer de trouver des exemples qui, au contraire, montrent que le photographe passe un peu au second plan et que le sujet lui exerce plus de contrôle sur la manière dont la photographie sera prise. Et j'en veux pour exemple cette photo Abdullah Frère, encore une fois, 1863 si je ne m'abuse, à Istanbul même, une photo d'une personnalité algérienne célébrissime, Abdelkader. Abdelkader, la France connaît Abdelkader, Abdelkader a été maté, Abdelkader s'est exilé au Levant, il a eu une action héroïque lors des massacres de Damas, il a été décoré par toutes les cours et par la République notamment, et par conséquent, il combine ce prestige international avec son identité algérienne. Il a son burnous, mais il a aussi sa Légion d'honneur, son Osmanieh, toutes les médailles et les décorations qu'il a reçues. Seulement, donc on voit bien qu'il s'est construit un personnage à cheval entre Orient et Occident, etc. Mais Abdelkader, c'est ça, et ça on le savait déjà. Mais il y a un petit détail, et là, vous le voyez encore une fois sur la droite, c'est cette petite pile de livres. Il ne s'appuie pas dessus, mais ils sont posés à côté de son poignet, à côté de son bras. Et ces livres ont de particulier que ce ne sont pas vraiment des livres. Ce sont des manuscrits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le format auquel on est habitué en Occident d'un livre relié. Ils sont dans des étuis et ils ont leur titre, leur nom inscrit sur une feuille de papier qui est collée sur le battant de cet étui. Et c'est comme ça qu'on arrive à les identifier, et je ne me souviens plus du détail de chacun de ces manuscrits, mais il y en a un qui est un traité de jurisprudence par Al-Suyuti, qui est un alim, un lettré, un magistrat islamique du Caire, si je ne me trompe, du XIVe ou du XVe siècle. Et là, vous voyez que, encore une fois, c'est vraiment Abdelkader qui décide, puisque Abdelkader a une formation d'alim, c'est un lettré, il est par conséquent, il veut non seulement montrer son identité algérienne, la reconnaissance des grands États, des grandes puissances de son mérite, etc., mais il veut aussi rappeler, à qui peut le voir, qu'il est un alim, qu'il connaît sa jurisprudence et qu'il connaît ses textes, ses classiques. Et par conséquent, il est évident que ce n'est pas Abdullah Frère qui dispose d'un petit stock de manuscrits qu'il pose sur la table lorsqu'ils sont confrontés à un alim. Non, c'est probablement Abdelkader lui-même qui est venu au studio avec tout son attirail, avec son burnous, mais aussi avec ces 3 manuscrits auxquels il tenait et qu'il voulait poser sur la table. Une autre photo qui va dans le même sens
et dont vous vous souviendrez peut-être, parce que je vous l'avais montré lorsqu'on parlait de l'opposition jeune turque ou de l'opposition jeune ottomane dans les années 60-70, il s'agit de Ali Suavi, lui aussi un intellectuel mais révolutionnaire islamiste. Il fait partie de cette mouvance parlementariste, etc. Et il est en exil à Paris. Et cette photo est prise à Paris. Le nom du photographe est marqué sur le carton, donc il n'y a pas de doute. C'était pendant son exil parisien vers la fin des années 1860. Mais tout parisien que fut le studio, Ali Suavi, on le voit bien, veut se représenter en tant que Halim. Et par conséquent, il revêt une sorte de burnous, un abba, comme on dirait en turc. Il tient à la main, vous voyez le détail, un chapelet, il égrène son chapelet, et détail tout à fait intéressant et touchant, il n'avait apparemment pas de manuscrit sur lui, il ne disposait pas des ouvrages qui auraient été des manuscrits qu'il voulait montrer aux spectateurs, et par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Il triche. C'est-à-dire qu'il emprunte probablement au studio photographique, puisque les Parisiens font exactement comme les Constantinopolitains, ils fournissent des livres pour les hommes, n'est-ce pas, les hommes étant intelligents, rationnels, etc. On les représente avec des livres. Il emprunte aux photographes des livres, mais il les camoufle, il les déguise. Comment ? En écrivant de sa plume, probablement, Divan Ali et Nehj el-Belagat, deux ouvrages attribués à Ali, le gendre du prophète, sur une feuille de papier, et il coince cette feuille de papier de manière à couvrir la tranche basse de ses livres. C'est-à-dire qu'il essaye, en quelque sorte, de maquiller des livres, des ouvrages imprimés occidentaux en manuscrits. Donc il essaye de faire un peu comme Abdelkader, sauf qu'il n'a pas sous la main les manuscrits nécessaires. Donc ce genre d'images peuvent être reproduites, peuvent être réanalysées à volonté. Celle-ci, c'est celle du Cheikh l'Islam de la période hamidienne, Hürriyanizadeh et Saad Efendi. Et cette photo, je la trouve intéressante parce que, encore une fois, ce n'est pas un studio. On voit bien que là, il s'agit de la cour de probablement sa propre propriété. On imagine que le Cheikh l'Islam n'avait pas voulu se déplacer jusque chez le photographe dans la partie infidèle de la ville. Et par conséquent, le photographe était venu à lui. Et on avait improvisé dans le jardinet de sa demeure une sorte de copie d'un studio, c'est-à-dire une table, des livres et un fauteuil. Alors, d'une part, vous avez, et je trouve ça très intéressant, le regard un peu sénile de l'individu, donc l'âge. C'est une photo qui n'est pas vraiment très flatteuse, enfin on imagine qu'il n'avait pas les moyens de se montrer autrement. Mais surtout, on voit que les livres, cette fois-ci, ce sont des livres ottomans. On reconnaît bien à la tranche, à la manière, à la reliure. Il ne s'agit pas de manuscrits, mais ce sont des livres ottomans, des livres imprimés en Orient. Donc déjà un choix. Et devant des fleurs. Et des fleurs qui ont probablement été coupées, des roses qui ont été coupées dans le jardin et qui sont parsemées devant les trois livres. Donc, encore une fois, une mise en scène. Le fait que Hürriyanizadeh ou son entourage, sa famille, se sont dit
On va utiliser la convention photographique qui veut que tu sois assis, le bras sur une table, etc. Mais on va l'adapter à ton identité. Et on va par conséquent choisir des ouvrages ottomans et mettre des fleurs, etc. Enfin, un exemple qui est très différent d'abord parce qu'il émane d'un contexte socio-économique très différent, et surtout parce qu'il y a une question de genre, il s'agit d'une femme. Je vous ai dit à quel point les femmes étaient rares. Elles sont rares quand elles sont musulmanes. Donc, dès le départ, je pense que dans le cadre de cette femme, dont la chevelure est découverte, il s'agit probablement d'une chrétienne, d'une arménienne, d'une grecque, on ne sait pas. C'est une photographie que j'ai moi-même trouvée au puce. C'est justement l'exemple même d'une photographie qui serait probablement ignorée, laissée de côté par un collectionneur, un vrai, parce qu'elle n'est pas prestigieuse. D'ailleurs, le manque de prestige est quand même flagrant, c'est-à-dire que c'est une piètre imitation d'un studio. On a encore une fois table, chaise, livre, mais le reste, c'est vraiment du bric-à-brac, des tapis qui s'effilochent, des pots de fleurs. C'est vraiment pauvre, c'est très pauvre. C'est très pauvre, donc on peut déjà se dire que c'est probablement une photo prise dans un contexte socio-économique, probablement en Anatolie, dans un bourg, un village anatolien, par un photographe local qui n'a pas les moyens de s'offrir un véritable studio, mais qui tend quand même une toile. On voit bien qu'il y a une toile tendue pour essayer de masquer ce qui est probablement un mur décrépit. Et il y a bien sûr cette femme, cette jeune femme. Alors, les livres, c'est probablement le photographe, puisqu'on arrive à déchiffrer le gros volume, c'est le Karamuse Türkî. C'est un dictionnaire. C'est le Larousse ottoman, c'est le Karamuse Türkî de Şemsettin Sami Bey. Donc, ce sont des livres qui appartiennent probablement aux photographes. Mais au-dessus des livres, il y a une montre à gousset, une montre qui est probablement une partie de la fortune de cette jeune femme. D'ailleurs, cette fortune, on la voit dans le geste tout à fait touchant qu'elle a, celui de montrer d'une main sa boucle d'oreille et sa bague. On peut fantasmer là-dessus, c'est peut-être une photo de mariage, une photo de fiançailles. En tout cas, on voit bien que cette jeune femme qui, probablement, suivant les instructions du photographe, regarde un peu sur la droite, etc., se tient bien droite, etc., mais elle utilise quand même ses propres ressources pour se donner une image positive, une image d'une certaine richesse, en montrant une bague, c'est touchant parce que on a l'impression d'avoir, encore une fois, pénétré ce mystère de la relation entre le photographe et l'individu qui pose, et d'avoir trouvé un peu une histoire à raconter autour de cette photographie. Alors, je vous le disais, les femmes sont absentes, du moins les femmes que l'on veut voir, puisque le problème de la photographie dans l'Empire ottoman, c'est qu'une très grosse proportion de la production photographique vise l'étranger, le touriste, le visiteur, l'orientaliste. Déjà parce que les Occidentaux qui visitent l'Empire ottoman ont des moyens qui sont souvent supérieurs à la moyenne du sujet ottoman.
Et puis, il y a l'orientalisme, c'est-à-dire que lorsqu'on visite Istanbul, on veut repartir avec une vue du Bosphore, avec une vue panoramique de la ville, avec une vue de l'hippodrome, et on veut aussi avoir une vue de ces belles orientales du harem. Or, on le sait, le harem est impénétrable. Depuis le début, les voyageurs occidentaux ont sans cesse essayé de pénétrer dans les mystères du harem, etc. La représentation des femmes du harem est un thème extrêmement fréquent dans les relations de voyage, dans les recueils de gravures du XVIIe, XVIIIe et du XIXe siècle. Et la photographie, elle fait exactement la même chose, sauf que pour la photo, on ne peut pas s'en remettre uniquement à l'imagination de l'auteur, il faut du concret, il faut un personnage qui pose. Et par conséquent, c'est le studio qui va faire ça. Et le studio va accommoder toutes sortes de scènes orientales de jeunes femmes vautrées sur des canapés, sur des sofas, avec des tables mauresques, un narguilé à côté, des tapis d'Orient sur le sol. Bref, on va créer du faux Orient, un peu comme Raphaël Garçon à Grenade, si vous vous souvenez de ma présentation de la semaine dernière. On va donc créer un faux Orient pour satisfaire le touriste. Alors, ce faux Orient, évidemment, il s'approvisionne localement et on le sait par certains témoignages, ce sont en général des femmes grecques, arméniennes, qui vendent leurs services et qui posent dans des costumes orientaux et qui posent comme des musulmanes, puisque le touriste veut voir une femme turque. Et par conséquent, c'est de l'orientalisme pur. Donc la photographie est profondément imbriquée dans le phénomène de l'orientalisme. Et c'est pourquoi ils essayent de varier autant que possible. Ils essayent de trouver des poses qui soient un peu plus vraisemblables. Puisque l'orientalisme un peu classique, l'orientalisme du XVIIIe, les scènes érotiques, violentes, etc., on commence à s'en lasser. Et puis le public occidental, il sait que ce n'est pas vrai. Donc le cachet d'authenticité disparaît avec les excès d'orientalisme. Par conséquent, on essaye de tempérer un peu, on essaye de retrouver un discours un peu moins excessif, et on tombe sur des femmes turques, comme vous l'avez ici, qui ne sont au moins qui ne sont pas vautrées sur un sofa, qui n'ont pas une pose excessivement lascive, excessivement orientale, etc. Et c'est ce qu'on appelle de plus en plus la femme turque. En fait, c'est un peu la femme, la désenchantée de Pierre Loti que l'on essaye de créer. À tel point que beaucoup d'historiens de l'art, bien des historiens de l'art, tombent dans le panneau, c'est-à-dire que j'ai entendu dire lors d'une conférence par un spécialiste de la photographie, que lorsque la femme, comme ici, était debout ou assise toute droite, c'était une vraie musulmane, et que lorsqu'elle était vautrée sur un fauteuil, sur un canapé, c'était une fausse orientale ou une fausse musulmane. Pas du tout. Tout est faux. C'est simplement que le faux devient un peu plus subtil et que par conséquent, il essaye de se mettre à la page. Les femmes, lorsqu'on les voit, et je vous le disais, elles sont rares, c'est dans les cas vraiment exceptionnels de princesses ottomanes.
Et là, elles sont loin d'être représentées en beautés orientales. Au contraire, ce sont des petites bourgeoises, ce sont des petites princesses. Hein, à droite, vous avez la princesse Naazimeh, la fille d'Abdulaziz, qui, comme certaines de ses cousines, pose chez le photographe en jeune fille de bonne famille. Et par conséquent, on voit bien que l'ironie, c'est que les Orientaux rêvent d'Occident et les Occidentaux rêvent d'Orient. Et il est tellement, c'est un terrain très glissant, celui de l'orientalisme. C'est-à-dire que l'orientalisme se conjugue très facilement de manière tout à fait différente. Le même photographe va pouvoir vous produire de l'ethnographique et de l'orientalisme. J'en veux pour preuve cette photo. C'est une des planches de cet ouvrage remarquable qui a été publié en 1973, Les costumes populaires de la Turquie en 1873, un ouvrage parrainé par Osman Hamdi Bey pour l'exposition universelle de Vienne, où vous avez les costumes de tout l'Empire, de l'Albanie jusqu'au Hejaz. Et là, vous avez donc le Hejaz avec 3 sujets qui posent dans le costume local. Hein. On voit bien que c'est une photo de studio, puisqu'il y a un tapis, on voit les boiseries, etc. Mais il y a une pose qui est, entre guillemets, sobre. Mais il existe des photographies qui utilisent exactement les mêmes acteurs. Hein, si vous regardez bien le détail des visages, il s'agit des mêmes personnes qui, par le même photographe, Pascal Sebah, sont mises en situation dans une scène tout à fait orientaliste. Là, c'est la jeune arabe qui donne à boire de sa cruche à un on essaye de créer un Orient factice, et ça, c'est une production du même studio photographique, et c'est cette production qui est offerte aux touristes. C'est de ça que la plupart de ces studios photographiques vivent. Alors, le problème, c'est de savoir comment va-t-on libérer le sujet, celui qui pose, de ce carcan orientaliste. Comment peut-on essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire essayer de comprendre jusqu'à quel point ces sujets sont parfois agents. Ils arrivent à agir d'eux-mêmes et ne sont pas simplement un élément du décor d'un photographe orientaliste. Voici une photo d'un marchand de kebab à Istanbul, Sebah et Joaillier, c'est une photo des années 90, une photo qui représente donc un restaurant traditionnel à Istanbul. Et c'est une photographie qui a été utilisée par des spécialistes de la photo pour parler justement de l'agentivité de l'oriental, c'est-à-dire d'insister sur le fait que tous les regards sont tournés vers le photographe, ce qui est important parce que on ne leur a pas dit faites votre truc oriental sans faire semblant, sans vous trahir, faites tout ça naturellement, donnez-moi une scène orientale. Non, le photographe est là et tous les individus le regardent, le fixent du regard. Et plus encore, le cuistot, le kebabçı, lui, derrière lui, il a accroché au mur une photo encadrée, et autant qu'on puisse le faire, il semblerait que cette photo soit une photo du même genre, c'est-à-dire une photo de sa boutique prise par un photographe professionnel. Donc, avec ce jeu de matrouchka, avec ce jeu de vis-à-vis, certains soutiennent que là, il s'agit d'une photographie qui n'est pas orientaliste, puisque l'oriental est actif, puisque l'oriental revendique son identité, son agentivité dans la photo.
je ne suis pas entièrement convaincu, mais je reconnais que c'est une photo qui est beaucoup plus naturelle, en quelque sorte, que la plupart des scènes orientalistes que l'on connaît. Je voudrais proposer dans le même registre quelque chose de différent. Une carte postale. Les cartes postales, ce sont des photos qui sont justement reproduites et diffusées pour un grand public. Et elles circulent énormément. Et voici une carte postale que j'ai trouvée dans la collection de Cengiz Kahraman. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que bien que cette carte postale soit un produit typique d'orientalisme, puisque on a des femmes qui ne sont pas lascivement couchées sur des coussins, mais ce sont des femmes turques, hein, femmes en costume turc, c'est marqué. Ce sont des désenchantées à la Pierre Loti. Donc c'est un article pour touristes. Seulement, ce qui est frappant, c'est qu'au crayon, quelqu'un a marqué Nehar au-dessus de la femme de droite, Lutfiye Ablam, ma sœur Lutfiye au-dessus de celle-là, celle du milieu, Hassane Ablam, je crois, donc les a identifiés. Je me suis dit, c'est extraordinaire parce que c'est donc la clé du mystère. On a là un document qui nous permet d'identifier les femmes qui ont posé pour cette photo et elles sont toutes musulmanes. Au dos, grâce à Dieu, il y avait un texte, c'est-à-dire qu'une femme ottomane musulmane s'était servie de cette photo, de cette carte postale pour communiquer avec une amie. Et le texte est fascinant puisqu'il permet justement de donner un contexte à cette image. Le voici en turc, je vous le donne en français. Ma chère sœur du palais, alors Saray, c'est difficile à traduire, mais disons qu'elle s'adresse à soit une sœur, soit quelqu'un qui lui est proche et qui vit dans une grande demeure. Prunelle de mes yeux, je vous embrasse sur les deux joues et prie le Seigneur pour votre santé. Ma chère sœur, et ensuite tout d'un coup, en rouge, c'est moi qui l'ai marqué en rouge, si votre situation au palais venait à vous manquer, en voici un souvenir, ma sœur. Et c'est là qu'on comprend, et elle signe Nehar. Et Nehar, c'est effectivement le nom que l'on voit sur la femme à droite sur la carte postale. Et c'est là qu'on comprend que, en fait, ce n'est pas une identification, c'est une blague. Cette femme a trouvé cette photo, elle s'est dit, ah ben voilà, une photo qui représente 3 dames turques, et je vais m'en servir pour taquiner ma sœur, ma copine Lutfiye, lui envoyer ça avec griffonné dessus les noms, nos 3 noms, et comme ça, je trouve que c'est une agentivité extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une agentivité qui va jusqu'à la prise de la photo, mais c'est une appropriation de l'objet par une orientale qui s'en sert avec beaucoup d'humour pour essayer de retourner un peu l'orientalisme en une sorte de blague adressée à sa copine. Et c'est ce qui m'amène à l'un des aspects les plus intéressants, je crois, de la question de la photographie. Lorsqu'on veut se pencher sur le sujet et son rapport avec le photographe, c'est la pose, puisqu'il y a toujours une pose. L'absence de pose elle-même est une pose, et la pose est en général fournie par le photographe. Et c'est quelque chose que l'on peut très facilement identifier dans la tradition occidentale, en remontant pratiquement jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ou en tout cas au début des temps modernes, avec certaines poses qui ont été étudiées par des historiens de l'art, notamment dans le cas d'une pose qui me plaît particulièrement, c'est cette pose qu'une historienne de l'art britannique appelle The Renaissance Elbow, le coude de la Renaissance. Et en fait, c'est la main posée sur la hanche que l'on voit à gauche sur le portrait d'un capitaine néerlandais au XVIIe siècle, et à droite
sur la pose désinvolte de quelqu'un que vous aurez peut-être reconnu. Il s'agit de Winston Churchill dans sa jeunesse. Alors c'est une pose qui est devenue classique, une pose de défi en quelque sorte, une pose qui aujourd'hui peut-être faire un peu trop camp, mais qui à l'époque était utilisée pour justement dénoter l'arrogance presque du sujet. C'est une pose masculine, c'est une pose de défi. Et la photographie en Occident va utiliser cette pose avec une sorte de continuité dans cette tradition pictoriale qui remonte jusqu'au Moyen Âge. La pose, l'organisation des photos de groupe, par exemple, elle aussi fait partie justement de ces conventions qui sont très fortes dans la tradition occidentale. Et je vous en donne ici un exemple, mais un exemple que j'ai choisi en particulier pour insister sur la force de la convention, puisque les deux images du haut sont des images que j'ai tirées des archives de la Banque impériale ottomane. Ce sont donc des banquiers, des employés de la banque. Quand il y en a moins, ils sont en général plus haut placés. Quand il y en a plus, ce sont des grades papier. Mais en gros, vous avez une organisation de cette photo de groupe que vous retrouvez à l'identique dans les deux photos du bas. Et pourtant, le contexte des photos du bas est très différent, puisque, et vous l'aurez peut-être reconnu, à gauche, au milieu de l'image, au centre de l'image, il s'agit de Lénine et des révolutionnaires bolcheviques à Genève en 1905, si je ne me trompe. Et à droite aussi, ce sont des bolcheviques. C'est-à-dire que la convention est tellement forte que les banquiers et les bolcheviques posent à peu près de la même manière. Donc, il y a, dans le cas de la photographie occidentale, quelque chose de très fort, la convention. Et par conséquent, à long terme, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir jusqu'à quel point ceci va déteindre sur la photographie dans l'Empire ottoman. Et impacter, en quelque sorte, les sujets, les photographes, bien sûr, mais les sujets. Et j'ai pour cela, je vous l'ai déjà dit, une base de données extraordinaire, quelques milliers de photographies d'employés de la Banque impériale ottomane, où j'arrive à me faire une idée des variations que l'on peut trouver sur un même thème. Je vous donne quelques exemples. Alors, le premier exemple, il est très frappant, c'est celui de Phébus. Phébus, Bogostal-Koulian, est un photographe arménien de Constantinople, et il était apparemment responsable de photographier les employés de l'agence de Stamboul de la Banque impériale ottomane. Et par conséquent, lorsque vous mettez côte à côte les photos des employés de cette agence-là, elles sont pratiquement identiques. C'est-à-dire que là, vous avez un photographe qui est tellement fort dans son usage des conventions qu'il impose à tout ce personnel la même pose, pratiquement le même costume, le même fond, la même manière de porter, de tenir le chapeau à la main. Bref, il écrase le sujet jusqu'à le rendre identique d'une photo à l'autre. Et puis vous avez des situations différentes où les photographes sont extrêmement divers. Là, vous avez encore une fois des employés de la banque, mais aussi bien à Bassora qu'à Salonique, donc un peu partout dans l'Empire ottoman. Mais ce qu'il y a de frappant ici, c'est que malgré la diversité des photographes, les individus ont la même pose. Et cette pose, j'ai un nom. Elle n'est pas aussi noble que la pose, le coude de la Renaissance. C'est la pose du Cavas, c'est-à-dire les bras ballants le long du corps, une pose modeste, disons, une pose où l'on ne sait pas quoi faire de ses mains.
Et par conséquent, c'est une pose qui a une forte connotation socio-économique. C'est une pose qui permet d'identifier tout de suite le sous-fifre, le garçon de bureau, les subalternes, en quelque sorte. Parce que, croyez-moi, les employés d'un certain standing, ils savent quoi faire de leurs mains, de leurs bras, de leurs pieds. Ils le savent peut-être parce que c'est le photographe qui leur conseille, et il ne conseille pas les autres. Mais là, vous avez des cas typiques de poses napoléoniennes, de poses les bras croisés, bref, une arrogance, ou du moins un semblant de naturel qui, au contraire, trahit probablement l'insécurité, le manque de... Mais quelque chose de très intéressant. Mais je fais exprès dans cette image de... Ces images sont toutes issues de photographes distincts, de villes différentes. Et encore une fois, on voit le même phénomène, c'est-à-dire que les poses finissent par se reproduire et elles sont déterminées plutôt par le statut de l'individu que par d'autres facteurs. Et bien sûr, qui dit photographe dit décor. La toile de fond. Et là aussi, on peut se poser la question de savoir ce à quoi le photographe pense lorsqu'il fait poser un Cavas à gauche, tout à gauche, un Cavas en costume folklorique de l'agence de Salonique devant un paysage alpin. Ça marche peut-être un peu mieux avec son voisin, tête nue, etc. Mais à chaque fois, vous avez ce côté saugrenu d'un décor qui est parfois extrêmement kitsch et qui, semble-t-il, est parfois adapté à l'identité de l'individu. Regardez à droite, les deux photos au-dessus à droite, elles sont issues du même studio, mais pour le sous-fifre portant le fez, il semblerait que la petite statue que l'on voit sur la photo de droite a disparu. Est-ce vraiment un choix ? On ne sait pas. Est-ce parce qu'il est plus oriental, parce qu'il est peut-être musulman, qu'on a voulu lui épargner une représentation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cela veut dire que si l'on veut se pencher sur la question de la photographie, il faut du sériel. Il faut des échantillons qui vont au-delà des exemples extrêmement aguichants de l'anecdote et qui permettent de voir s'il y a des répétitions. J'ai encore un exemple à vous montrer, encore une fois des photos d'employés de la Banque ottomane, dans le même studio photographique avec le même décor, le décor consistant en cette colonne surmontée d'un pot de fleurs, d'un vase avec des fleurs. Alors, on est tenté de se dire, mais y a-t-il quelque chose de différent dans ces deux photos ? C'est-à-dire, à gauche, le bellâtre pomadé qui est évidemment non musulman, levantin, appelez-le ce que vous voulez, et celui à droite qui est évidemment un Cavas, un subalterne, dans un costume un peu folklorique. Tous les deux ont exactement la même pose, mais où est la différence ? Y a-t-il une différence ? Ou bien, lorsque on compare encore une fois ce bellâtre pomadé à son collègue qui est probablement musulman, mais pas forcément, mais qui porte le fez et qui a exactement la même pose, sauf qu'il a le bras gauche ballant au lieu de l'avoir dans la poche, sommes-nous autorisés à voir dans le regard de celui de gauche une arrogance que l'autre n'a pas ? Ou jusqu'où pouvons-nous aller dans la lecture, la surlecture de ces photographies ?
c'est une question que je pose et à laquelle je ne peux pas répondre à ce stade, mais qui m'intrigue et qui m'encourage à essayer de continuer avec justement cette base de données, en essayant de voir si justement les grands nombres pourront me donner raison ou me donner quelques indications sur la manière dont ces images sont utilisées. Mais venons-en à quelque chose de plus local, puisque là, ce sont des photographes qui utilisent des conventions qui sont assez occidentales. Mais j'ai trouvé énormément de photos où la pose est très différente de ce à quoi la photographie occidentale nous a accoutumés. Voici un exemple que je répète, que je répète et que je répète. En tout, 4 individus qui posent évidemment pour le même photographe, Abdullah, devant le même décor, dans la même pose, avec la même sobriété. Mais qu'est-ce que c'est que cette pose? Alors déjà, il s'agit, ce sont des photos qui sont issues des archives de l'État, il s'agit de gratte-papier du palais de Yıldız. Donc des employés, des fonctionnaires du palais impérial, mais des fonctionnaires de très bas niveau. Et par conséquent, ça explique la sobriété de leurs costumes. Ils n'ont pas de décoration, pas de médailles, etc. Ils sont vraiment très sobres. Mais ce qui est fascinant, c'est la pose. Pourquoi? Parce que cette pose, quiconque connaît un peu la culture ottomane, cette pose, elle est bien connue. La voici à droite sur une miniature. Je vous en donne le détail. C'est le fait de rejoindre les mains devant le ventre. C'est une position de respect. C'est ce qu'on appelle en ottoman el pençe divan, el pençe, c'est-à-dire se tenir les mains devant le corps en signe de respect pour la personne devant laquelle on se trouve. Alors, l'ironie, c'est que dans le cas de ces petits fonctionnaires du palais, la personne devant qui ils se tiennent, on pourrait penser au photographe, mais ce n'est pas le photographe, puisque ce sont des fonctionnaires du palais, ce sont des fonctionnaires du sultan, d'Abdülhamid. Et ils savent, bien sûr, que ces photographies sont prises pour constituer un album, comme Abdülhamid aimait les constituer, un album de tous les employés. Et par conséquent, ils savent bien que le regard qui tombera sur leur visage, éventuellement, c'est celui du sultan. Et par conséquent, ils se tiennent dans la pose qui correspond à cette humilité, à cette attitude qui convient à un courtisan, à un membre de l'administration palatiale en présence du souverain. Et lorsqu'on compare, une fois qu'on a cette piste, une fois qu'on tire un peu la ficelle, on se rend compte que cette pose, elle est répétée dans beaucoup d'albums des archives du palais, puisqu'il y a une collection absolument époustouflante de quelques 36 000 photographies du palais de Yıldız, et une bonne partie de ces photographies sont des photos de repris de justice, de détenus. Et voilà, le détenu à droite est exactement dans la même pose, il pose devant le photographe comme le fonctionnaire du palais, c'est-à-dire en croisant les mains, en croisant les bras devant le corps. Et au fur et à mesure que l'on feuillette ces albums des détenus, on tombe sur d'autres poses qui se répètent. En voici une à gauche, une main sur la cuisse, l'autre sur le ventre, une pose qui paraît anodine si elle n'était pas répétée le long des pages. Que représente-t-elle? Je ne le sais pas. Autant El Pençe, c'est quelque chose que j'arrive à définir parce que ça existe dans la culture ottomane, on arrive à documenter ça, on a des miniatures.
celle-ci, je n'arrive pas vraiment à lui donner un sens, même si on peut en gros imaginer que c'est une forme de calme respectueux, de respect calme. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pratiqué par des gens de bords très différents, un musulman et un grec dans ce cas. Encore plus surprenant, c'est la pose que l'on voit sur la photo, la photo de lèse-majesté que je vous avais présentée, la photo d'Abdulaziz déchu. Lui aussi, il a une main sur le ventre et une main posée à plat sur la cuisse. Inversée, mais peu importe. Et là aussi, lorsque l'on feuillette les miniatures, les albums de miniatures, on tombe sur des illustrations, des peintures ottomanes qui représentent des individus, un peu dans le même contexte de la cour, posant de la même manière. Vous les voyez à droite, voici le détail. Vous voyez que les deux personnages à droite ont exactement cette pose, c'est-à-dire une main à plat sur la cuisse et l'autre main avec le doigt pointé, alors est-ce parce qu'il parle, je ne sais pas, sur la poitrine, sur le ventre. Et d'ailleurs, le personnage à gauche semble avoir la pose équivalente mais au repos, c'est-à-dire avec les deux mains posée à plat sur les cuisses. Et voilà, c'est une pose que l'on trouve dans les albums de détenus, la voici ici, et c'est une pose à droite, et c'est une pose que l'on arrive à identifier non seulement pour beaucoup de ces détenus, mais aussi pour des sultans. Un sultan, cette fois-ci il s'agit de Sélim III, posant sur son trône avec les deux mains posées à plat sur les cuisses. Faut-il en déduire que c'est une pose de majesté, de calme ? Je ne sais pas. Encore une fois, je préfère poser la question et me consacrer à une étude systématique de toutes les images que je pourrais recueillir représentant cette pose avant de tenter de répondre à cette question. Mais ces photos de détenus sont particulièrement intéressantes parce que elles ne correspondent pas à l'image que nous avons de la photo de détenus. Ce qu'en américain on appelle le mugshot, ce portrait de face et de profil, ce qui a été inventé par Bertillon en France et qui va devenir donc le bertillonnage, c'est-à-dire le fichage des coupables afin de trouver dans leur physionomie des signes assez marquants pour les identifier et à long terme même pour lire leur caractère. Mais ce n'est pas ce que les Ottomans font. Les Ottomans prennent des portraits. C'est vraiment très surprenant. Et dans certains cas, on est vraiment sidéré par la nature de ces portraits. En voici deux bandits macédoniens. Et ces deux bandits, ils posent dans un décor, j'allais dire, bucolique, et ils posent un peu en héros. Un pied sur un caillou, la main, dans un cas, sur la hanche. Donc c'est le bandit noble, mais il est en prison, puisque c'est une photo qui a été prise pour les besoins du palais, donc ça fait partie de cette collection de photos. On ne comprend pas, mais en tout cas c'est l'occasion pour rappeler la pose que j'avais appelée le coude de la Renaissance, et pour rappeler à quel point c'est quelque chose qui, au XIXe siècle, devient très populaire dans la culture photographique, puisque les bandits, les révolutionnaires, les héros vont l'adopter. Et c'est le cas de Garibaldi, que nous voyons à gauche. Donc là aussi, on voit comment
une pose occidentale peut être revisitée au XIXe siècle, elle peut transiter par l'Empire ottoman, notamment par des bandits, mais représenter quelque chose qui est en quelque sorte la fierté du brigand, du noble brigand dans l'Empire ottoman. Et par conséquent, on peut y voir déjà le début d'une pose qui sera de plus en plus courante, celle du révolutionnaire. À gauche, un révolutionnaire, un komitadji bulgare. À droite, un révolutionnaire arménien. Tous deux montrant à quel point ils sont prêts à se sacrifier pour la patrie. Et il n'y a quand même pas de hasard quand on voit que les jeunes Turcs, et notamment ceux qui sont issus de la carrière militaire, comme Enver Pacha, eux aussi vont utiliser ce style révolutionnaire pour se mettre en scène. Enver Pacha, au début de sa carrière, alors qu'il est encore un héros de la Révolution, va utiliser le photographe pour poser en armes, avec à la main un journal qu'il lit, donc c'est le révolutionnaire qui s'informe, et à droite, on voit bien la légende, le champion de la liberté, Enver Bey, en tenue de campagne. Donc une carte postale qui sert à vernir son image d'un héros. Et par conséquent, nous arrivons à la question la plus brûlante de ce phénomène de la photographie, c'est celui du contexte. Alors évidemment, quand vous avez Enver Pacha, Enver Bey posant en héros, on sait de quoi il retourne, on sait de quoi il s'agit, on n'a pas besoin d'une annotation au dos, d'une légende au bas pour comprendre. Mais en revanche, pour les photos de ces milliers de kidam qui se font photographier, avec quelque chose de particulier, comme la jeune femme que je vous ai montrée en train d'arborer sa bague et sa boucle d'oreille, on aimerait en savoir plus. Et parfois, on tombe sur le document qui vous révèle justement quelque chose d'extraordinaire, une histoire autour de la photo et autour de l'utilisation d'une photo. Et comble de l'ironie, les deux exemples que je vais vous donner, en voici le premier, ce sont des dessins de photos, puisqu'il s'agit d'une publication très populaire en Turquie des années 40 jusqu'aux années 70, l'Encyclopédie d'Istanbul de Reşat Ekrem Koçu. C'est une encyclopédie extrêmement bizarre d'Istanbul par un type qui était fasciné par la ville, mais fasciné aussi par sa population, fasciné par des anecdotes un peu juteuses, etc. Et par conséquent, comme il n'avait pas les moyens vraiment d'illustrer son encyclopédie avec de véritables photos, il faisait dessiner des photos originales, donc le dessin, la gravure étant beaucoup plus bon marché, bien meilleur marché, il illustrait ça, et par conséquent, lorsqu'il donne cette photo, et on voit que c'est une photo d'un de ces studios mineurs, Vafiadis, c'est un studio extrêmement modeste, rien à voir avec ceux du haut du pavé de la grande rue de Péra. Mais cette photo, lorsqu'il veut l'utiliser pour raconter son histoire, parce qu'il est très anecdotique, il va la faire dessiner. Mais enfin, elle est assez bien dessinée pour qu'on se fasse une idée de l'original, qui a disparu d'ailleurs, je n'ai jamais vu cette photo. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette photo dépeint un couple. À droite, vous avez un certain Nicolas, qui est gardien à l'ambassade d'Autriche. Il est ragusin, donc c'est un peu un brigand dompté, et mis au service de l'ambassade d'Autriche, puisque Raguse, l'Autriche, etc. Bon. Et celui à sa droite, donc à gauche de l'image, le jeune homme, un peu plus jeune, c'est Petri le couteau, Bıçakçı Petri. C'est un grec
Et c'est un grec extrêmement violent. On lui connaît, nous dit Reşat Ekrem Koçu, l'auteur, on lui connaît 11 assassinats. Seulement, ce qui rend l'histoire intéressante, c'est que c'est vraiment un couple. Et Reşat Ekrem Koçu était fasciné, lui-même étant homosexuel, il était fasciné par l'homosociabilité, l'homoérotisme et l'homosexualité dans la culture d'Istanbul. Et par conséquent, c'est un couple uni de ce gardien de l'ambassade et d'un criminel, un criminel de la rue. Seulement, la photo, cette photo du couple, et c'est une photo un peu conventionnelle, si l'on veut, il y a une table, etc. Mais il y a toute une histoire, puisque, et c'est Reşat Ekrem qui nous la raconte, 4 années après s'être enfui du mont Athos, Petri, le couteau, revint à Istanbul et son premier souci fut de retrouver le garde ragusin de l'ambassade d'Autriche. On comprend qu'il a quitté Istanbul, ils ont été séparés, il veut retrouver son amant. Il le trouva dans un tripot de la rue Kalyoncukulluk, là où ils allaient autrefois boire ensemble. Nicolas était en train de montrer leur photo, donc cette photo-là, à l'Assemblée en disant « C'est moi avec Noiro, ma pute ». Mavri, putanam, donc du grec. Petri n'entra même pas, il lui logea une balle de revolver dans le cœur et détala. Alors ça c'est une histoire extraordinaire, c'est-à-dire que là vous avez en une photo, grâce au témoignage ou au racontage de Reşat Ekrem Koçu, vous avez tout d'un coup un contexte qui dépasse de beaucoup la simple pose que nous voyons sur la photo, puisqu'il s'agit d'une photo qui est cause de drame. La photo du couple est l'un des deux amants utilise cette photo pour se moquer ou pour insulter son amant. Et celui-ci, furieux, l'abat d'un coup de revolver. Alors, voilà une photo. Il y en a une autre qui est, qui est extrêmement similaire, puisqu'il s'agit encore une fois d'une photo d'un couple homosexuel, d'un couple d'amoureux très jeunes. Et là aussi, il s'agit d'un crime. L'un tue l'autre. Je ne me souviens plus de qui tuait qui. Et encore une fois, c'est une photo de Vafiadis. Et voici ce que nous raconte Reşat Ekrem Koçu, après nous avoir raconté le crime passionnel qui mit fin à ce couple. Il raconte l'histoire de cette photo. On pouvait voir la photo d'Arif avec Hakkı, c'est leur nom, dans la vitrine d'un petit studio de photographie sur l'avenue de Tophane, près du bain de Capouice, un quartier très populaire, en contrebas de Péra. Après l'événement, cet homme a vendu bien des exemplaires de cette photo à un Mégidier la pièce. Donc là, vous avez quelque chose de fascinant qui est la diffusion d'une image par le scandale, la diffusion d'un mémento, d'un souvenir d'un crime passionnel qu'un photographe, et en plus un photographe peu scrupuleux, puisqu'il ne s'agit pas de Vafiadis, va reproduire en grand nombre pour vendre au public de Constantinople pour alimenter sa soif de scandale et de sensations fortes. Encore une fois, un exemple unique, mais un exemple unique qui dit bien que derrière chaque photo, il y a pas forcément une histoire de crime, une histoire passionnelle, mais il y a une vie aussi modeste qu'elle puisse l'être, il y a quelque chose qui mérite d'être gratté, d'être recherché, et que par conséquent, on ne peut pas se contenter, comme je le disais au début, de se pencher uniquement sur la crème, le dessus du panier, les belles photos des grands studios. Il faut aller beaucoup plus bas et essayer de voir comment ces photos fonctionnaient, comment elles étaient créées, comment elles étaient diffusées et comment
elle circulait dans l'Empire ottoman. C'est tout un programme, c'est quelque chose qui demande des années et des années de travail, mais encore une fois, je crois que c'est là qu'est l'avenir de la recherche sur l'iconographie et la photographie. Et j'espère pouvoir, en temps voulu, me lancer dans une série de projets qui iraient dans ce sens. Encore une fois, j'ai dépassé l'heure et demie que j'avais prévue. Plutôt que de m'interrompre, j'ai préféré continuer puisque avec les enregistrements, vous avez l'avantage de pouvoir arrêter l'enregistrement là où vous le voulez, reprendre le lendemain si vous le voulez, ou laisser tomber aussi si vous le voulez. Et par conséquent, j'ai pensé que la limite d'1 heure et demie que je m'imposais pour les cours n'avait pas forcément lieu pour les séminaires. Et je me suis laissé aller à un sujet qui, à mon avis, est passionnant et que j'aimerais être abordé, que j'aimerais voir abordé par un nombre croissant d'étudiants et de chercheurs dans le domaine de l'histoire ottomane ou de l'histoire du pourtour méditerranéen, puisque on parle un peu d'un monde extrêmement fluide, où ce genre d'identité, ce genre de pratique se retrouve d'Alger jusqu'à Constantinople, de Beyrouth jusqu'à Tanger, et c'est par conséquent quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement porteur. Voilà, je vous remercie pour votre patience, je m'arrêterai ici et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour parler cette fois-ci d'un projet dans lequel je suis en ce moment complètement plongé, celui de la publication et de l'étude des mémoires et du journal intime de Selahattin Efendi, un prince ottoman, le fils du sultan Mourad V. Merci et à bientôt.